Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette conférence sur la genèse et évolution de la blockchain en, en Europe et en Afrique et ses perspectives. Cette conférence est organisée par la TUJ, qui est l'Association des Tunisiens des grandes écoles, et qui regroupe plusieurs clubs, dont le Club Finance, qui organise cet événement avec le Cercle franco-tunisien de Sciences Po Alumni, dont je suis le représentant. Et je tenais également à remercier toute l'équipe organisatrice, aussi bien celle de Sciences Po Alumni, de Sciences Po et de la TUJ. Et j'imagine, comme tout le monde, que vous avez sûrement entendu sur tous les médias et sur tous les plateaux télévisés le fait que, voilà, que l'intelligence artificielle générative telle que ChatGPT a explosé. Vous avez entendu parler des NFT, des mondes virtuels encore du Web3, de tels outils qui reposent grandement sur la blockchain. Et aujourd'hui, justement, nous allons explorer les multiples facettes de cette technologie révolutionnaire et examiner comment elle façonne l'avenir des économies et des sociétés sur deux continents, à savoir le continent africain et le continent européen. À ce titre, la blockchain est bien plus qu'une simple innovation technologique. Elle peut incarner une opportunité sans précédent et stimuler la croissance économique, améliorer l'efficacité des services ou encore favoriser l'inclusion financière. Et au cours de cette conférence, nous découvrirons comment la blockchain est utilisée pour résoudre des problèmes spécifiques en Afrique et en Europe, en favorisant notamment la transparence, la sécurité et la confiance dans divers domaines, tels que les services financiers, la gouvernance, la logistique et bien d'autres encore. Et plus spécifiquement, les enjeux de la blockchain en Afrique sont notamment liés aux besoins, notamment de répondre à la croissance économique du continent, tout en favorisant un cadre d'innovation, en luttant contre la corruption, ou encore en favorisant une meilleure transparence dans les chaînes logistiques, ou encore un meilleur accès aux services bancaires. Quant à l'Europe, si ces problématiques peuvent également exister, il s'agit également de favoriser une meilleure coopération entre États, de favoriser la souveraineté numérique européenne ou encore de gérer une meilleure réglementation et de l'harmoniser, ou de stimuler l'innovation et favoriser un meilleur service public. Et pour cette conférence, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Semi Belhaj, qui est senior manager IT chez Odo BHV, qui est à ma gauche, enfin à l'extrémité. chef. Et qui est responsable du développement de logiciels avec plus de 20 ans d'expérience dans la conception, le développement et le soutien de ce genre de système, principalement pour le secteur des services financiers. Il possède notamment une grande expertise en matière de technologie des bases de données ainsi que dans le domaine du mentorat et de l'encadrement d'ingénieurs en logiciel. Depuis 2015, il est actif dans l'écosystème blockchain en tant que conférencier, instructeur et consultant, et en tant que cofondateur et directeur technique de FIS Birsa Innovation Lab, il a eu l'occasion de promouvoir, de gérer et d'encourager l'innovation à l'échelle de l'entreprise. Et il est également titulaire d'une maîtrise sur la protection et l'organisation des systèmes d'information d'entreprise et a une expérience sur la promotion de l'utilisation de logiciels libres en tant que notamment fondateur de l'une des premières communautés tunisiennes de logiciels libres. Nous avons également Badr Belhaj, qui est en distanciel, qui n'est pas présent malheureusement physiquement avec nous aujourd'hui, qui est un doctorant en blockchain de l'École polytechnique de Paris et un expert de la blockchain et de la crypto-monnaie, occupant depuis 2015 le poste de CTO chez MacChain, une société de développement en solutions de blockchain. Et il est également l'auteur du livre technique Blockchain by Example, publié en 2017. Nous avons également Flavio Eduardo Restelli, qui n'est pas présent non plus physiquement avec nous aujourd'hui, mais qui est en distanciel, qui travaille chez Blockchain Partner by KPMG, une société spécialisée dans le conseil autour des technologies de l'Internet décentralisées. Il accompagne notamment les institutions financières dans la compréhension des enjeux que posent les technologies crypto et blockchain et dans l'analyse stratégique du marché. Il est notamment diplômé du Master Affaires européennes de Sciences Po et d'une licence en études du Moyen-Orient. Enfin, nous avons Mehdi Labeni, qui est à ma gauche, qui dispose d'une formation pluridisciplinaire, de formation initiale d'ingénieur informatique en réseau
et qui a démarré sa carrière dans le conseil des systèmes et réseaux et dans les moyens de paiement. Il a une expérience qu'il a enrichie avec d'autres Master 2 dans les systèmes d'information et en finance d'entreprise. Il est tombé dans la blockchain depuis l'année 2013 et a été formateur et mentor-chef de projets blockchain. Il occupe actuellement le poste de directeur général d'un cabinet de conseil B4B Labs pour la blockchain d'entreprise et accompagne les entrepreneurs dans différents projets en blockchain et en Web3 notamment. Et il est aussi vice-président formation de l'association Blockchain Innov. Et pour ma part, je suis vice-président du Cercle franco-tunisien de Sciences Po Alumni, juriste de formation. J'ai fait Sciences Po Sorbonne, puis je suis actuellement à HEC et futur avocat, je l'espère. Et à ma gauche se trouve Inès Trojette, secrétaire générale de l'ATUJ, voilà, qui va modérer la conférence. Et je te laisse la parole, Inès. Très bien, merci Moaz pour cette introduction très intéressante au sujet de ce soir. Bonsoir tout le monde, je suis Trojette Inès, secrétaire générale de l'ATUJ France et responsable du Club Finance. Au sein du club, nous organisons plusieurs conférences sur des thématiques d'actualité relatives à l'économie et à la finance, telles que l'augmentation des dettes des États, l'impact du Covid sur la conjoncture économique. Et pour cet événement sur la blockchain, nous avons eu le plaisir et l'honneur de l'organiser avec Moaz Esserine, vice-président et présidente du Cercle franco-tunisien de Sciences Po Alumni. En plus de mon engagement associatif, je suis docteur en économie et maître de conférence à l'ESPI de Paris. Et il y a 2 ans, j'ai travaillé sur un rapport qui traite de la blockchain et l'immobilier, le Smart Buy. Dans ce rapport, j'ai montré que l'usage de la blockchain s'est développé depuis plusieurs années dans le monde de la finance et que son usage s'est répandu aujourd'hui au métier de l'immobilier. Ces derniers sont marqués, comme vous le savez, par des flux très importants et par l'échange de multiples documents indispensables aux transactions immobilières. La blockchain semble donc être le moyen d'apporter davantage de transparence, de traçabilité, de simplification, d'automatisation des contrats avec une forme décentralisée et distribuée des opérations. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de modérer cette conférence qui va traiter de 4 points importants. Le premier point porte sur la définition de la blockchain, son développement, sa réglementation et son usage présent et futur en Europe. Elle sera analysée par Flavio Eduardo Restelli, qui sera en distanciel, qui est senior consultant chez Blockchain Partner à KPMG. Merci Flavio d'avoir accepté notre invitation. Le deuxième... Oui. Pardon. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Le deuxième point traite du rôle et des avantages de la blockchain en Europe et surtout des opportunités en Afrique. Elle sera discutée par Mahdi Labeni, qui est à ma gauche, qui est directeur général Europe B4B Labs. Et je tiens à te féliciter, Mahdi, pour la réussite de ton FedEx d'hier, qui a traité de la blockchain et le trade finance, cette possibilité de payer son fournisseur à l'international en une dizaine de minutes via la blockchain contre 3 à 5 jours en paiement SWIFT. Un sujet très intéressant dont tu vas nous en parler plus tard. Merci Mahdi pour ta présence avec nous. Le troisième point est un retour d'expérience de la blockchain au Maroc et en Afrique subsaharienne et porte sur les réussites et les échecs dans les différents secteurs de l'économie et qui sera traité par M. Badr Bellaj. Il a une expérience dans la blockchain depuis 2012 au Royaume-Uni et il a fondé en 2015 MacChain. Ces projets portent surtout sur l'Afrique et le Maroc. Il nous donnera des conseils sur la blockchain en B2B. Merci Badr, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et nous terminons cette session par un quatrième point sur la genèse et le développement de la blockchain en Tunisie et qui sera développé par M. Semi Belhaj, qui est Senior Manager IT chez Odoo BHF. Merci Semi, c'est également un plaisir de t'avoir dans cette conférence et on a la chance de t'avoir ici à Paris. Je commence donc sans plus tarder par la première partie avec Flavio Eduardo Restelli. Monsieur Restelli, pouvez-vous définir la blockchain? Comment était son évolution en Europe et qu'en est-il de point de vue de la réglementation? Avec plaisir, je vais vous partager mon écran. Arrêtez-moi si vous ne me voyez pas. Est-ce que c'est bon?
Oui, c'est bon. Tu peux mettre en plein écran, s'il te plaît. Yes. Pouvez-vous me rappeler combien de temps j'ai, s'il vous plaît? 12 à 15 minutes. Parfait. Merci. Je vais passer rapidement. Quand on parle de blockchain et de crypto, il faut notamment comprendre trois concepts clés. Celui de rareté numérique, donc digital scarcity en anglais, excusez-moi, le support est en anglais, de programmabilité et de tokenisation. Qu'est-ce que tout cela veut dire? D'abord, la rareté numérique. Avec les cryptos, grâce à la blockchain, pour la première fois, on est capable de représenter nativement, grâce à une technologie, quelque chose de rare dans le monde numérique. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que si on n'est pas capable de représenter quelque chose de rare, de fini, de non réplicable, on n'est pas capable de représenter de la valeur. La valeur, par définition, si on peut la répliquer à l'infini, ne vaut pas grand-chose. Et en fait, on n'aura pas le temps de comprendre exactement comment ça se passe et comment ça marche, mais avec Bitcoin, pour la première fois à la fin des années 2000, on a été capable de représenter quelque chose de fini sans intermédiaire. Bien entendu, si on fait confiance à des intermédiaires, on peut bien sûr considérer que des actifs sont finis, y compris dans le monde numérique, mais la grande révolution de Bitcoin, c'est de permettre d'opérer des transferts de valeur en peer-to-peer, donc de pair à pair, sans passer par des intermédiaires. Ensuite, historiquement, à la moitié des années 2010, on s'est dit, bah, c'est super de pouvoir représenter de la valeur, de l'échanger en pair à pair sans intermédiaire, de pouvoir la stocker sans devoir faire confiance à une banque ou à d'autres acteurs centralisés. Cependant, ça serait quand même plus sympa et plus intéressant de pouvoir gérer aussi cette valeur de manière conditionnelle, donc de manière plus sophistiquée, en programmant des applications. Et c'est ce que la première blockchain programmable, à savoir Ethereum, a permis de faire à partir de 2015-2016 avec les smart contracts. Alors, les smart contracts, ce ne sont pas des contrats au sens juridique, c'est tout simplement du code informatique écrit directement sur blockchain qui permet effectivement d'établir un certain nombre de critères, donc de créer des conditions pour les transferts de valeur et par cela bâtir un système sophistiqué d'applications et de transferts, évidemment pas que de monnaie, mais aussi en général de valeur au sens plus large. Ce qui nous amène au troisième pilier, parce que jusque-là, on ne pouvait gérer que de la valeur monétaire. Et à un moment, on s'est dit, bah, c'est quand même dommage de devoir se limiter à des fonctions financières et d'ailleurs pratiquement qu'à des paiements ou en tout cas à des fonctions liées à la monnaie. Ça serait quand même beaucoup plus intéressant de représenter quelque chose de rare et donc avec de la valeur, de le gérer de manière complexe grâce aux smart contracts, mais à travers différentes classes d'actifs. Et c'est ce que permet la tokenisation, le process qui, justement, permet de représenter sur blockchain et donc dans le monde numérique nativement n'importe quel type d'actif sous forme de jetons, en anglais token, pour bénéficier des propriétés de la blockchain et notamment de la programmabilité, toujours grâce à la promesse des cryptos, sans intermédiaire, sans devoir passer par un tiers centralisé. Donc, voilà les trois piliers de ce que constitue l'Internet de la valeur, qui est aussi appelé parfois Web3. Si je fais un saut en avant, pourquoi est-ce qu'on parle de Web3? Parce que Internet s'est développé à grande échelle aux années 90. À l'époque, il était décentralisé, donc tout le monde pouvait y accéder en direct. Cependant, il était statique. Il ne permettait pas d'interagir de manière dynamique avec les pages. Globalement, ça permettait seulement d'avoir accès à de la lecture. Au cours des années 2000, l'Internet comme on le connaît nous, donc l'Internet d'aujourd'hui, le Web 2, s'est développé en permettant d'interagir avec des pages, donc de manière dynamique, non seulement de lire statiquement un contenu numérique, mais également d'écrire, de produire du contenu. Évidemment, l'exemple le plus clair, c'est celui des réseaux sociaux, mais par exemple, l'e-commerce, c'est un exemple également, parce qu'on peut vendre de la marchandise directement, et d'ailleurs parfois même en pair à pair, même si on passe par des plateformes centralisées,
Donc, on peut interagir avec les pages et c'est d'ailleurs beaucoup plus simple. Par rapport aux années 90, le web d'aujourd'hui est bien plus interactif, est bien plus intuitif. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais moi, j'ai même mes grands-parents qui m'envoient des messages sur WhatsApp du matin au soir. Sauf que cette interaction, cette facilité d'utilisation, on l'a payé assez cher, même si parfois on peut ne pas s'en rendre compte. Le prix a été une recentralisation d'Internet. Cette recentralisation implique qu'on a perdu la dynamique libertarienne un petit peu de l'Internet initial, du Web 1. Souvent, on ne paye pas les intermédiaires centralisés en argent. C'est d'ailleurs le modèle le plus répandu aujourd'hui. La plupart du temps, les services auxquels on accède en ligne sont gratuits, en tout cas souvent. Cependant, on paye indirectement, parfois sans s'en rendre compte, avec nos données. Et ça, vous le savez tous, vous n'avez pas besoin que je m'étale là-dessus. La promesse du Web 3, c'est de pouvoir, comme on l'a dit, représenter de la valeur nativement, l'échanger sans intermédiaire. Et quand je dis valeur, pensez bien à la valeur au sens large. Donc, ce n'est pas que la monnaie, on le verra. Grâce à la tokenisation, ça peut être vraiment plein de choses différentes. C'est tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est fini, tout ce qui n'est pas réplicable à l'infini. On peut échanger de la valeur, on peut posséder de la valeur, on peut consulter aussi de la valeur. Et évidemment, la data, c'est aussi quelque chose qu'on peut consulter parce que la data, c'est de la valeur, sans forcément passer par des intermédiaires. Et cela n'empêche évidemment que l'on utilise les pages Internet et les contenus Internet de manière dynamique, donc que l'on soit créateur de contenu. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, le contenu, on ne va pas seulement le créer, on va également le posséder. Donc, on se réapproprie le contenu de notre activité en ligne. C'est pour ça qu'on dit souvent que la première génération, la première itération d'Internet a été celle de la lecture, la deuxième, celle de la lecture et de l'écriture, et la troisième, le Web 3 inauguré par les cryptos, c'est celle de la lecture, de l'écriture et de la possession. Maintenant, si on fait un saut en arrière, j'aimerais bien quand même préciser une chose. Quand on parle de blockchain, on parle d'une technologie qui, en réalité, en tant que telle, existe depuis les années 80. Et pourtant, on en entend parler pas du tout depuis les années 80. D'ailleurs, les smart contracts, eux, le code écrit sur blockchain qui s'auto-exécute existe aussi depuis les années 90. Mais en réalité, la raison pour laquelle on entend parler de blockchain aujourd'hui et on n'en entendait pas parler avant, c'est que la vraie révolution, ce sont les cryptos. Ce n'est pas la blockchain. On ne va pas encore une fois rentrer dans le détail, mais créer du chiffrement et enchaîner du chiffrement à travers différents blocs, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis un bout de temps. Sauf que pendant plusieurs décennies, il n'y a pas eu de cas d'usage pour cela. Les cas d'usage ont apparu à partir du moment où on a été capable de créer ce qu'on appelle un consensus décentralisé, à savoir une méthode pour mettre d'accord des entités qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas forcément confiance, donc des entités décentralisées, sans un tiers central. On les rassemble autour d'une table et on leur dit, on va tous faire référence à une même version d'un cahier d'information, d'un registre de transactions, pour s'assurer que l'état des balances dans les portefeuilles, donc concrètement l'argent qu'on a dans les poches, soit représenté de la même manière, avec le même historique de transactions, dans toutes les copies du registre. Ce que je dis peut paraître très barbare, mais concrètement, si moi, dans mon compte en banque, j'ai 100 € et que Moïse en a 200, il faut que tous les membres d'un réseau décentralisé enregistrent cette information. S'il y en a un qui dit que moi, j'ai 100 € et il y en a un autre qui dit que j'en ai 150, ça va mal se passer. Est-ce qu'il y a une question? J'ai entendu peut-être une voix. Ah non, ok, ça marche. Non, pas de questions, Flavio. On regardera les questions à la fin de ton intervention. Parfait, pas de souci. Donc, la vraie révolution de Bitcoin et de manière générale du monde crypto, c'est celle d'avoir créé une méthode pour mettre d'accord les membres d'un réseau décentralisé autour d'une même vérité, ce qui nous permet de donc mettre à jour un état des balances et concrètement effectuer des transactions sans passer par un tiers. Et d'ailleurs, c'est important aussi de préciser que en réalité, par exemple, des technologies comme l'intelligence artificielle, évidemment, peuvent rentrer en synergie avec tout ce qui est blockchain et crypto, mais nativement, ne se fondent pas
sur les mêmes principes. C'est quand même une technologie séparée. Quand on parle de blockchain, on parle de l'infrastructure. Et ce qui apporte vraiment de la valeur ajoutée, c'est la valeur qu'on fait circuler sur ces blockchains. Donc, évidemment, les crypto-monnaies, mais pas que, tout type de crypto-actifs, qu'il s'agisse de NFT, de titres financiers, d'œuvres d'art, etc. Ça peut être différentes choses. Et venons donc à ça, parce qu'on n'a peut-être pas le temps pour s'attarder sur les éléments technologiques, mais en termes de cas d'usage, pourquoi est-ce que finalement on se sert des cryptos? D'abord, il faut toujours rappeler la différence entre actifs fongibles et actifs non fongibles. Les actifs fongibles sont ceux qu'on peut échanger à parité, donc concrètement par exemple la monnaie. Les actifs non fongibles sont les actifs uniques. Attention, les actifs non fongibles, donc concrètement les jetons non fongibles, les NFT, ne sont pas du tout que des œuvres d'art. Le monde de l'art s'est emparé de cette notion, peut-être en premier, mais les NFT sont tous les jetons, donc toutes les représentations sur blockchain de quelque chose d'unique. Ça peut être une propriété immobilière, ça peut être un ticket, ça peut être mon diplôme de Sciences Po, ça peut être tout ce qui est unique. Une fois qu'on a créé ces deux catégories, on se dit on peut représenter sur blockchain plein de choses différentes. Pour donner un premier exemple de quelque chose de fongible, on disait la monnaie. Un des cas d'usage qui aujourd'hui en Europe voit un grand succès, c'est celui des stablecoins. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Les stablecoins sont la représentation sur blockchain de la monnaie courante. Donc chez nous, l'euro, aux États-Unis, le dollar, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que les crypto-monnaies natives, type le Bitcoin, comme vous le savez, sont volatiles, ont un prix qui fluctue d'ailleurs assez souvent, donc ne se prêtent pas vraiment au paiement du quotidien. Les stablecoins, comme ils représentent la monnaie euro ou dollar, ont la même valeur que la monnaie euro ou dollar. Comment est-ce qu'on crée des stablecoins? On bloque de l'argent traditionnel dans des comptes en banque et on émet pour chaque unité qu'on a bloquée dans un compte en banque une crypto-monnaie, une unité de token sur la blockchain. À ce moment-là, on peut l'utiliser en exploitant les caractéristiques de la blockchain, à savoir l'absence de frontières, une infrastructure mondiale, transparente, décentralisée, sécurisée, immuable, avec une vitesse d'opération qui est très, très intéressante. On peut envoyer même des millions d'un coin à l'autre du monde en quelques secondes et pour quelques centimes, ce qui n'est pas du tout possible avec les infrastructures de paiement traditionnelles. Donc, premier cas d'usage vraiment très important, cas d'usage financier, très répandu en Europe aujourd'hui. Deuxième cas d'usage, en dehors du monde financier également, même si ça existe aussi dans le monde financier, c'est tout ce qui tourne autour des NFT. Alors, on l'a dit, le monde de l'art s'est emparé de la notion de rareté avec notamment les NFT sur blockchain, mais il y a plein d'autres secteurs qui développent des cas d'usage autour des NFT. Je pense au gaming. En France, on a une belle entreprise qui s'appelle Solar qui a créé un jeu de fantasy sport autour des NFT qui sont en fait des cartes qui représentent soit des joueurs de football, soit des joueurs de basket en fonction du sport. Dans le monde du luxe, on développe des cas d'usage autour des NFT, notamment au niveau de la fidélité, de type moi j'achète un sac Hermès et avec mon sac physique, je reçois un NFT qui me donne le droit à accéder à des remises ou à des événements particuliers. Il y a également évidemment des cas d'usage dans l'art, on les a mentionnés. Il y a des cas d'usage dans la logistique, vous en parlerez peut-être plus tard. Les NFT sont un moyen technologique qui aujourd'hui permet le développement de cas d'usage bien au-delà du secteur financier qui pourtant est celui qui est le plus directement investi par la révolution des cryptos. Pour revenir au secteur financier, une autre industrie qui est directement, enfin pas une nouvelle industrie, j'ai envie de dire, qui se développe grâce aux technologies blockchain et crypto, c'est la finance décentralisée. La finance décentralisée, c'est un écosystème de plus en plus actif en France, mais en général en Europe, qui réplique les mêmes services financiers que l'on connaît, qui sont offerts par les institutions financières traditionnelles, les banques, etc., mais de manière nativement décentralisée, grâce à des protocoles, grâce à du code informatique qui substitue les intermédiaires traditionnels, donc les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs, etc., avec des smart contracts. Donc, concrètement, toutes les mêmes fonctions traditionnelles que les humains
gérés via des ordinateurs, aujourd'hui, sont de plus en plus automatisés via la finance décentralisée. Alors évidemment, la finance décentralisée, c'est un écosystème plutôt récent, plutôt jeune, qui n'est encore pas entièrement régulé, avec lequel des interactions commencent à se développer pour ce qui en est des banques et des institutions traditionnelles, mais il est très intéressant parce qu'il attire de plus en plus de jeunes et permet la croissance du secteur, notamment de la tech et des startups, autour des technologies de l'Internet décentralisé. Pour vous donner des exemples, il y a des protocoles de finance décentralisée aujourd'hui de plus en plus importants, type Uniswap, qui concrètement est un échange décentralisé qui permet d'échanger une crypto contre une autre, ou AAV qui permet d'emprunter des cryptos, ou alors au contraire de déposer du capital et gagner du rendement grâce à ça. Donc, vraiment un peu les mêmes services financiers que l'on connaît depuis des décennies, mais en format décentralisé grâce à des smart contracts. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas du tout que la finance décentralisée qui développe des cas d'usage autour des cryptos de manière native avec un réseau, un écosystème de start-up. Ce sont aussi les banques et les acteurs traditionnels qui s'intéressent à ces technologies et qui, du coup, essayent de ramener sur blockchain ce qu'ils connaissent, ce qu'on a toujours utilisé dans le monde financier, donc le cash, que l'on tokenise, que l'on représente sur blockchain de manière finalement assez similaire par rapport au stablecoin que l'on évoquait tout à l'heure, mais aussi d'autres titres financiers, par exemple des obligations, des bonds, ou alors de l'equity, des actions, ou des titres immobiliers. Et évidemment, une fois qu'on a représenté ces tokens sur blockchain public, on peut les échanger rapidement, on peut créer des synergies avec d'autres applications, on peut capitaliser sur l'interopérabilité des différents protocoles, et ainsi de suite. Un dernier mot sur la réglementation. Alors, je ne vois pas l'heure parce que je suis à un partage d'écran. Il me reste combien de minutes, plus ou moins? Flavio, il te reste 5 minutes. Magnifique. On a donc un petit peu de temps pour parler de la réglementation. Donc aujourd'hui, l'Europe est devenue un peu l'espace d'avant-garde en termes d'encadrement réglementaire de ces technologies. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que la France, en fait, a été vraiment un véritable précurseur en la matière. Depuis maintenant 2019, un cadre réglementaire, bien que pas holistique, mais tout de même plutôt clair et plutôt solide, existe en France. Ce cadre réglementaire cible en particulier les intermédiaires, parce que c'est compliqué de soumettre à un régime juridique des choses qui n'ont pas de réalité, comme par exemple des tokens qui, eux, sont créés, certes, mais en fin de compte, on ne va pas réguler seulement le token, on va réguler notamment l'entité qui émet le token, ou alors l'entité qui permet d'échanger des tokens. Donc, on s'intéresse aux intermédiaires. C'est l'approche choisie par la France depuis 2019, avec notamment deux régimes qui ont été inaugurés, qui s'appellent enregistrement PSAN et agrément PSAN. PSAN, c'est un acronyme pour prestataire de services sur actifs numériques. Qui sont les prestataires de services sur actifs numériques? Ce sont toutes les entreprises qui offrent des services, par exemple, pour conserver des cryptoactifs ou alors pour échanger des cryptoactifs. Ce sont des entités publiques, parfois, par exemple la Caisse des dépôts, souvent privées. Et parmi les entités privées, on a des acteurs crypto-natifs, donc plutôt des startups, des nouveaux acteurs type CoinHouse, par exemple, mais aussi des acteurs traditionnels comme, par exemple, la Banque de l'UBAC. Il y a aussi un deuxième niveau de statut qui est celui de l'agrément PSAN. Donc, c'est toujours PSAN, le même acronyme, mais c'est un niveau de contrôle supplémentaire qui impose plus de contraintes, mais qui est censé assurer aussi plus de solidité, plus de transparence au bénéfice des utilisateurs finaux. Aujourd'hui, en l'état de la réglementation française, l'enregistrement PSAN est obligatoire pour tout un tas d'acteurs qui opèrent avec les actifs numériques, là où l'agrément est encore facultatif. La France a véritablement inspiré le cadre européen et depuis maintenant plusieurs années, la Commission européenne travaille à des propositions d'encadrement du secteur crypto et blockchain en s'inspirant
de ce qu'a fait la France. Et d'ailleurs, je pense que c'était le 20 avril dernier, en tout cas il y a quelques semaines, le Parlement européen a approuvé définitivement, donc a voté pour une dernière fois la version finale d'un règlement qui a été conçu spécifiquement pour les cryptoactifs. Ce règlement s'appelle Marketing Crypto Assets Regulation, donc MiCA, généralement appelé MiCA. Il a été approuvé il y a 2 semaines, mais il rentrera en vigueur définitivement à la fin de l'année 2024. Et ce règlement va encore plus loin que le cadre français. Il va viser les intermédiaires avec la même approche qu'on a choisi en France, mais déjà, les intermédiaires vont être obligés de se conformer à un niveau de contrainte qui est celui de l'agrément, donc pas celui de l'enregistrement, donc plus lourd. Et aussi, on va élargir le scope des acteurs qui ont besoin de cet agrément pour opérer. On va imposer des nouvelles contraintes. Alors, certes, ça peut paraître lourd, mais en fin de compte, c'est aussi nécessaire pour assurer la sécurité et la stabilité du secteur. Et MiCA va aussi créer une nouvelle catégorisation plus complète et plus précise de toutes les cryptoactifs, par exemple aussi avec des nouvelles règles concernant les stablecoins que nous avons définies tout à l'heure. Et la Commission européenne, en général, les institutions européennes ne se sont pas arrêtées là. Il y a d'autres textes qui s'appliqueront au secteur crypto et blockchain. Il y en a notamment 2 autres qui rentrent dans ce qu'on appelle le Digital Finance Package avec MiCA. Il y a DORA, qui n'est pas un texte uniquement spécifique sur le secteur crypto et blockchain, mais qui concerne la résilience opérationnelle et IT des acteurs du numérique et qui va donc s'appliquer non seulement, mais aussi aux acteurs crypto. Il y a le régime pilote qui d'ailleurs est déjà entré en vigueur et qui va permettre aux institutions financières d'effectuer des expérimentations sur la tokenisation d'actifs financiers en bénéficiant d'exemptions, donc d'un cadre simplifié concrètement d'une sorte de bac à sable, ce qu'on appelle en droit une sandbox, donc littéralement un bac à sable, un espace réglementaire simplifié. Et puis, il y a une mise à jour d'un autre règlement qui s'appelle Transfer of Funds Regulation, TFR, donc un règlement sur le transfert de fonds. C'est un règlement qui existe déjà, mais qui a été mis à jour pour intégrer les transferts en crypto. Et c'est un règlement qui, en particulier, impose aux boîtes crypto et à tous les intermédiaires qui vont traiter des cryptoactifs des obligations en termes d'identification et de transparence pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais en parlant de réglementation, au début, j'ai dit qu'il y a notamment 2 raisons pour lesquelles l'Europe a fait le choix de la réglementation dès le début et de manière très forte. C'est aussi parce que l'Union européenne a toujours eu une approche différente par rapport, par exemple, à d'autres juridictions comme les États-Unis. Les États-Unis, pendant plusieurs années, ont laissé que le secteur crypto-blockchain se développe, ont favorisé d'ailleurs l'innovation à ce niveau-là, sans faire le choix de l'encadrement. Ce choix-là n'a pas abouti à des très bons résultats. On le voit dans les derniers temps. Je pense que vous êtes nombreux sans doute à avoir entendu parler du scandale FTX. Alors, le scandale FTX, concrètement, consiste en quoi? Consiste en l'effondrement d'une plateforme d'échange crypto assez importante aux États-Unis pour une affaire de fraude. Alors, la fraude, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les cryptos, loin de là. Cependant, s'il y avait eu plus de contrôle sur cet acteur crypto, peut-être qu'on aurait pu éviter que des nombreux Américains perdent leur argent à cause d'une mauvaise affaire et d'un manque de supervision de la part des autorités américaines. Ce choix-là a d'autant plus accéléré le travail, ça pas ce choix-là, mais ce qui s'est passé aux États-Unis a d'autant plus accéléré le travail de la Commission européenne. Et d'ailleurs, la Commission européenne a depuis toujours pas mal réagi à ce qui se passe sur le marché international et américain en matière de crypto et blockchain. Vous avez aussi, il y a un peu plus de temps, peut-être entendu parler de Libra, le vieux projet de crypto-monnaie
du groupe Facebook, qui finalement est tombé à l'eau, mais qui en 2019 avait secoué les esprits et particulièrement inquiété la Commission européenne, qui s'est dit, en plus c'est un acteur américain, est-ce qu'on va avoir une crypto-monnaie américaine qui va s'imposer en Europe? C'est quand même une grosse problématique, déjà parce qu'on ne va pas pouvoir Flavio, directement contrôler. Je finis juste Flavio, sur ça. On ne va est-ce pas que tu directement. m'entends? Oui, je t'entends. Oui, ton intervention est très intéressante. Est-ce que tu peux conclure Exactement, j'allais conclure sur ça. C'est super. Ils se sont dit effectivement, on ne va pas pouvoir permettre qu'une crypto-monnaie américaine se développe chez nous, non seulement parce que c'est un acteur américain qu'on ne contrôle pas, et en plus parce que ce n'est pas de l'euro. Et donc, pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, l'Union européenne est très avancée au niveau de la réglementation et d'ailleurs constitue un peu le fer de lance de la réglementation crypto à l'international en inspirant aussi d'autres juridictions dans d'autres pays. Voilà, de mon côté. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Flavio, pour ton intervention très intéressante. Donc, cher public, je vous rappelle que Flavio va quitter dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous donne le micro. De ma part, il y a une question qui est posée sur Zoom. Donc, il y a un participant qui vous demande, est-ce que l'implémentation de la blockchain en France était facile ou compliquée à se mettre en place? Et comment vous avez convaincu les institutions d'adopter cette technologie? Donc, Alors, je vais répondre très rapidement parce que c'est une question large. D'abord, ce ne sont pas tellement les institutions publiques, c'est plus les institutions privées qui sont en train d'accélérer sur l'adoption. Est-ce qu'elle a été simple? Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout fini en termes d'adoption, mais ça avance bien. Et si vous cherchez des chiffres sur l'adoption des cryptos en France, je vous conseille notre dernier rapport sur exactement ce sujet, publié il y a 2 semaines. Voilà, comme ça, je ne m'étalerai pas sur ce sujet. Donc, c'est plus les institutions privées qui ont trouvé des difficultés à adopter la blockchain, c'est ça? Non, au contraire, c'est plus les institutions privées qui l'adoptent. Oui. Le public ne l'a pas tellement adopté encore, mais même du côté du privé, on est loin d'être au bout. C'est en train de se faire. D'accord, très bien. Il y a une question de la part d'une participante. J'entends pas, pardon. Oui, bonjour Flavio. Donc, je voulais demander en fait quels sont les freins aujourd'hui au niveau des entreprises privées qui veulent adopter la blockchain. Quels sont les freins qu'ils rencontrent aujourd'hui dans l'adoption globalement, techniquement, mis à part la réglementation, techniquement, au niveau des organisations, qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'adoption? Effectivement, jusque hier et encore un petit peu aujourd'hui, c'était un manque d'encadrement réglementaire, mais ça, c'est un problème qui est en train de se régler. Il y en a plusieurs de freins, mais je dirais que le premier, celui sur lequel j'ai envie d'insister, c'est le manque de connaissances et qui est couplé, voire alimenté par parfois une désinformation sur ces sujets. Parce que sur Internet, on lit tout et n'importe quoi et ça n'aide pas à avancer dans la bonne direction. Et pourtant, il y a eu beaucoup de campagnes de formation, d'acculturation dans les entreprises. Oui, mais pas toujours avec les bonnes informations. Est-ce qu'il y a un manque d'informations au niveau stratégique, direction? Je pense qu'il y a un manque de compréhension des enjeux stratégiques. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi un problème de collaboration entre les entreprises par secteur? Je ne le mettrai pas parmi les premiers problèmes. Ok, merci. Il y a une autre question, Flavio. Bonjour monsieur, je vais me permettre de poser une question que je voulais poser à la fin, puisque j'invite tous les intervenants à y répondre potentiellement. Je me présente, je m'appelle Alexis Ferrand, je m'apprête à commencer un doctorat en droit sur l'insolvabilité des activités crypto-numériques. Et ayant découvert le monde des cryptos il y a de cela très peu, sachant que le monde de la faillite ne s'intéresse que depuis quelques semaines en France aux crypto-actifs, j'ai notamment eu quelques dissidences sur le choix de mon doctorat. Je me permets de vous poser cette question ainsi qu'à tous les intervenants. Selon vous, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier, quels seraient
problématiques liées à des insolvabilités qu'on pourrait rencontrer. Je rebondis notamment sur ce que vous aviez dit au début, que le fait que les smart contracts ne sont pas encore reconnus comme des contrats, il y a de cela 4 mois, une doctorante de l'université Panthéon-Assas a soutenu une thèse de doctorat disant que le régime des droits des contrats pouvait être appliqué aux smart contracts. Et de cela naît tout un pan de questions sur l'application du droit des contrats en entreprise en difficulté. Et d'une question en entraîne une autre. Par exemple, tous les différents types de cryptoactifs peuvent être appréhendés différemment avec des sûretés qui peuvent être constituées ou réalisées. Les différents prestataires de services, il me semble qu'il y en a 9 dans la loi PAC, pour avoir des régimes différents. Ça amène tout un ensemble de questions et j'aimerais savoir, peut-être au fil de ces échanges, mais je me permets de vous la poser directement vu que vous devez y aller. Quelle piste de réflexion avez-vous pu envisager sur ce domaine ou avez-vous pu entendre parler dans le cadre de vos travaux? Merci beaucoup. Alors, c'est une question énorme et pour ne pas m'étaler, je vais répondre seulement en 3 mots et au pire, n'hésite pas à me recontacter sur LinkedIn pour en discuter, c'est passionnant. Je dis juste une chose, la finance décentralisée est un écosystème. Je vous ai déjà ajouté. Je vous ai envoyé une invitation si besoin. Avec plaisir. Mais juste en quelques mots, une piste de réflexion, les smart contracts sont transparents, la finance décentralisée est transparente on-chain, sur blockchain. Contrairement aux institutions financières traditionnelles. Donc, pour moi, il y a paradoxalement presque moins de risques de solvabilité dans la mesure où les liquidations sont automatiques sur les smart contracts et on peut voir l'état des balances on-chain à tout moment. Donc, il y a peut-être là-dedans plus une opportunité qu'un risque. Et ça démontre, la démonstration de cela, c'est qu'au moment des crises de liquidité, la DeFi s'est finalement avérée plus résiliente par rapport à la centralized finance, à savoir l'écosystème des services et des plateformes crypto centralisées, type FTX. Merci beaucoup, Flavio. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Flavio? Non. Bon, bah écoute, merci beaucoup. C'est moi, et désolé de devoir partir. Merci pour l'invitation et à très vite. Il n'y a vraiment aucun souci. Merci à toi et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Flavio, merci. Donc, après avoir défini la blockchain, le cadre réglementaire, les 3 piliers, on va maintenant passer à la deuxième partie. Monsieur Mahdi Labeni, vous êtes consultant dans la blockchain for business. En Europe, les projets de tokenisation des actifs et du NFT, non-fungible token, sont en train de se préparer par les banques. En Afrique, tout est possible, mais le cadre réglementaire constitue une contrainte. Monsieur Labeni, quel est le rôle de la blockchain après la crise de 2008? Quel est son impact sur le commerce international en termes de traçabilité et transfert d'argent? Et y a-t-il des projets qui avancent dans ce sens en Afrique? C'est à toi. Bonsoir, merci à toutes et à tous, ceux qui sont présents et ceux qui sont par Zoom. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour l'invitation, Inès. Franchement, je suis vraiment ravi. Je te remercie aussi par le lot de questions auxquelles je vais m'étaler et je vais essayer de respecter le timing afin de pouvoir être concis et aussi clair que possible. Bien entendu, il faut poser la blockchain dans son contexte. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Dans son contexte. D'un côté, on avait une crise financière qui se profilait. Il y avait en plus des personnes qui vouaient beaucoup d'estime et beaucoup de respect aux banques. Je ne suis pas venu pour taper sur les banques, parce que c'est important de collaborer avec elles, mais simplement, pour nous, un banquier, c'est quelqu'un qui a une éthique irréprochable, et forcément, on a tout à fait le loisir de poser nos finances chez eux. Donc, la crise de subprime 2008 a mis en lumière que les banquiers ne sont pas forcément exempts de toute critique, de toute éthique auquel on était en train de les critiquer. De l'autre côté, il y avait un vent de liberté, il y avait un mouvement cyberpunk, il y avait aussi des mouvements de faire émerger une monnaie différente. Et donc, la coïncidence de ces 2 incidents a fait que la blockchain était née. Mais moi, je suis toujours fasciné et je vous invite tous de relire le white paper de Bitcoin. C'est très intéressant parce que vous allez avoir dans les annexes des informations plus pertinentes que le white paper lui-même. Vous allez remarquer dans les annexes du white paper que la personne ou les personnes, moi je pense que c'est des personnes, et c'est une culture assez pluridisciplinaire dans beaucoup de domaines.
Et ce qui invite que finalement, c'est un collectif qui a participé. Ça, c'est mon avis personnel. Et lorsque vous remarquez l'idée du Bitcoin, c'était un moyen de paiement. Maintenant, on a beaucoup de débats. Est-ce que c'est une monnaie, pas une monnaie? Est-ce qu'on a tous les critères de la monnaie qui vérifient avec le Bitcoin ou pas? Mais en tout cas, le titre du Bitcoin, c'était le white paper, c'était un moyen de paiement. Lorsque on a la chance, ou plutôt si on a la chance d'avoir énormément d'argent, vous savez très bien que par contre, mars 2023, on a une garantie bancaire de 100 000 euros. Donc, si on a des millions, si la banque fait faillite, ou plutôt les banques auxquelles on a des comptes fait faillite, on est un peu emmerdé. Donc, c'est pour cette raison qu'il y avait des personnes qui ont poussé la blockchain en disant vous ne pouvez pas avoir toute la liberté si vous allez mettre tous vos moyens financiers dans des banques. Mais ce n'est pas la raison exceptionnelle qui a fait que la blockchain disturbe et perturbe tous les métiers bancaires. Il y avait une crise de confiance. Et lorsqu'on veut résoudre la confiance, on a besoin d'éliminer le tiers de confiance. Pour simplifier, je vais donner des anecdotes afin de prendre et de rendre ma prise de parole assez agréable et intéressante pour vous. S'il y a des questions, je peux répondre. Lorsque vous allez acheter un terrain, on a besoin d'un notaire. Le notaire, il ne sert à rien en fait. Il sert uniquement de dire que Dupont a acheté à Durand. C'est tout. Si on peut avoir un moyen décentralisé qui permet justement de montrer d'une façon immuable que Durand a acheté à Durand, on peut plus ou moins éliminer le rôle de notaire. Il y a une question qui a été posée, est-ce qu'il y a des facilités de mettre la blockchain en France? Il y a des corps de métier qu'on ne peut pas y toucher, comme les notaires. Et les notaires, c'est des gens brillants et intelligents, ils ont vu le danger avant nous. D'ailleurs, ils ont fait une blockchain pour les notaires. Donc, quelque part, essayer d'éliminer les notaires, ce n'est pas demain la veille. Donc, d'ailleurs, déjà, il y a un problème de confiance qu'on veut absolument résoudre. Bien entendu, vous allez dire, cette confiance-là, on pourrait absolument, je vais vous donner des exemples tout au long de ma présentation, de vous montrer que la blockchain pourrait être l'élément fondateur d'une nouvelle société. Le rôle de la blockchain, c'est fournir une solution décentralisée et transparente. Et là, la réponse à cette question, c'est en fonction de qui nous sommes et dans quel pays on réside. C'est hyper important. Si on est en Chine, on n'a pas les mêmes attentes de la blockchain que lorsqu'on est en France, ou lorsqu'on est au Maghreb, lorsqu'on est en Afrique. L'attente de liberté n'est pas le même, la réponse aussi. Donc, lorsque je vois que des personnes qui vivent dans un pays développé et démocratique, ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. Tout à l'heure, avec la très bonne démonstration de Flavio, lorsqu'il a parlé du Web 2, du Web 3, je tiens juste à rajouter aussi que le Web 3, c'est justement prendre possession des données. On se lève le matin, ce n'est pas forcément la première chose auquel on y pense. Lorsque vous êtes sur un site Internet, vous faites des recherches, vous recherchez par exemple des chaussures, vous remarquez que la prochaine requête, vous allez avoir des widgets sur des chaussures. Parce que quelque part, le business model des entreprises du Web 2, elle est faite de prendre vos données. Donc, essayons d'avoir possession de nos propres données. C'est ça la proposition de valeur du Web 3. Mais ce n'est pas vraiment la première chose que tout le monde y pense. Ça viendra peut-être avec le temps, on va contrôler la donnée. La création du contrat intelligent, je tiens juste à rappeler une chose, que la blockchain, il faut la voir comme une pièce de monnaie. Pile et face. Pile, c'est la crypto, et face, c'est la technologie qui a permis la création de cette crypto-monnaie. La première blockchain la plus importante, c'est la blockchain qui a donné naissance au Bitcoin. On parle beaucoup plus du Bitcoin que la technologie qui a permis la création du Bitcoin. Par contre, toutes les autres blockchains, on parle d'elles ou on parle moins de la crypto associée. On parle d'Ethereum, qui était en 2015-2017, qui a permis de faire l'innovation des smart contracts. On parle beaucoup plus de cette technologie que de l'Ether. On parle beaucoup plus de la blockchain Solana que du Sol, leur crypto associé. On parle de la blockchain Tezos, mais on ne parle pas forcément de sa crypto associée. Donc, c'est très important de savoir que la blockchain va jouer un rôle important parce que lorsqu'on fait, et je donnerai des exemples concrets, lorsqu'on fait des exemples de commerce, on ne connaît pas la personne qui est à 4000 km de l'autre partie du globe. On ne le connaît pas. Donc, mais on a besoin aussi d'instaurer la confiance. Donc, la blockchain permet de le faire. Donc, le rôle de la blockchain, il est tombé à un point nommé en 2008 afin de pouvoir expliquer et démontrer qu'on peut avoir une nouvelle technologie qui peut faire le lien, qui permet justement d'asseoir cette confiance.
Mais je tiens à rappeler quelque chose. Les banques sont les premières à tester cette blockchain. Ils sont en train de tester la tokenisation, ce que Flavio a dit tout à l'heure. Ils sont en train de tester comment on peut rendre liquide des obligations non liquides. Il y a pas mal de projets là-dessus. Vous pouvez voir par exemple la proposition de valeur NowCP, Donbran. Il y a beaucoup d'entreprises qui permettent justement de travailler sur les obligations d'entreprise. Lorsque vous allez avoir une entreprise, si vous voulez avoir de la dette, eh ben, lorsque vous allez émettre de la dette sur le marché financier, c'est beaucoup plus intéressant pour vous parce que ça sera inscrit au haut du bilan que demander un crédit bancaire. Mais comment vous allez trouver les acteurs qui ont un excès de financement et les acteurs qui cherchent des financements? Donc, la plateforme blockchain permet de relier des personnes qui ont des intérêts convergents. Donc, cette blockchain-là, elle peut poser problème. Les États, justement, ne veulent pas perdre le pouvoir. Parce que beaucoup d'entreprises, start-up et autres, pensent qu'elles peuvent changer cette façon de faire. Moi, je me rappelle, je sais qu'on est enregistré, il faut que je sois assez politiquement correct. Même lorsqu'on veut acheter du pétrole, on n'a pas vraiment le choix de choisir la monnaie. C'est hyper important de le savoir. Toucher la monnaie, c'est toucher à l'instance même de certains gouvernements. En Afrique, on a une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Il y a déjà des régions du monde, d'ailleurs, lors de la formation qu'on donnait à nos apprenants, je suis formateur blockchain aussi, on leur demande d'avoir un défi monétaire et de dire, imaginez que vous allez remplacer le franc CFA avec de la crypto. Bien entendu, on est dans un monde parallèle parce que le mettre en pratique, c'est assez compliqué, politiquement, pas techniquement. Donc, on permet aux personnes d'imaginer une crypto-monnaie qui permet justement aux pays de la région d'avoir de la confiance et d'instaurer une zone d'échange. Et cela, sur le plan technique, est faisable et possible. Sur le plan politique, c'est assez compliqué de le mettre en place parce que par l'aveu de certains gouverneurs, et je ne veux pas trahir leur confiance, ils m'ont dit, techniquement, on peut, politiquement, on ne peut pas. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire. Donc, la blockchain, elle est là. Les banques, ils ont compris que c'est une technologie qui pourrait leur enlever beaucoup de marge, surtout dans le commerce international. Et d'ailleurs, je pense que vous le savez, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, lorsque vous faites un virement de 1 000 euros, de 2 000 euros, c'est une chose. Mais lorsque vous voulez faire le virement de plusieurs millions, ce n'est pas la même chose, même si c'est votre argent. Donc, il faut savoir que sur le plan de virement, de transaction, on est limité. Et moi, j'ai appris, je raconterai l'anecdote après, je pense que j'aurai un peu de temps, même si vous avez beaucoup d'argent, vous n'êtes pas libre de faire le transfert que vous voulez au pays que vous voulez pour acheter ce que vous voulez. Il y a quand même des contraintes de conformité. La question que tu m'as posée, Inès, tu m'as dit quel rôle peut jouer la blockchain dans le commerce international? C'est la transition que je veux faire. Le commerce international, il est régi par des lois. Imaginons que nous avons 10 millions de dollars sur le compte. C'est ce que je souhaite à tous, même plus. Et que vous voulez faire un achat au bout du monde, en Chine, et que vous allez avoir M. Zhou, et d'ailleurs je m'appuie sur une histoire vraie, et que finalement M. Zhou est d'accord de vous faire livrer la marchandise. Mais il ne vous connaît pas, et vous aussi. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de cas de fraude. Le schéma classique, c'est quoi? Vous allez voir votre banque et vous leur dites, voilà, j'ai M. Zhou avec sa banque, il me demande 10 millions de dollars, je les ai, faites-le le virement. La banque, elle dit OK. 3 semaines plus tard, M. Zhou n'a pas reçu l'argent. Vous allez revenir avec la banque en disant oui, l'argent. Ouais, on a fait le virement, mais lui, il ne l'a pas reçu. Bien entendu, la méthode de transaction bancaire s'est améliorée. Ce n'est plus 3 semaines, c'est 2 semaines, c'est plus 2 semaines, c'est 1 semaine, avec le concept de SWIFT, avec le protocole SWIFT GPI. Donc, ça a permis de réduire. Mais si vous êtes le week-end et vous voulez faire votre paiement, vous ne pouvez pas. On est samedi, je vais faire une transaction, je suis pressé parce que j'ai calculé la transaction de livraison au port et je sais très bien que perdre 2 jours, je peux rater ma saison. Et moi, j'ai donné un exemple dans le TEDx d'hier où il y avait une entreprise de jouets. Ils ont raté la saison parce qu'ils ont raté le virement alors qu'ils avaient l'argent. Ils ont raté le Noël. Lorsqu'on reçoit la marchandise en janvier, c'est raté. Donc, c'est hyper important de le savoir. Donc, les banques ne veulent pas perdre le pouvoir. Il fallait absolument le tester, le faire. Moi, je me rappelle d'une démonstration de Ripple, plusieurs années en France. Il a fait la démonstration avec la caisse de dépôt d'un virement bancaire de plusieurs millions.
ça a duré un quart d'heure. Pour les banques, c'est une catastrophe d'avoir une solution de 15 minutes, alors que normalement, ça dure plusieurs jours. Bien entendu, ils ont fait des consortiums, ils ont pas resté les mains croisées afin de pouvoir faire leur solution. Après, vous allez me dire, on a fait sur Google, on a trouvé des solutions blockchain, de trade finance qui ont échoué. Ce n'est pas parce que la technologie qui a échoué, c'est d'autres choses. Je peux vous dire, vous pouvez trouver des appareils de téléphone, certains appareils fonctionnent, qui ont le succès, d'autres ils ont disparu. BlackBerry, Nokia et autres. Alors qu'il y a d'autres marques qui fonctionnent très bien. Donc il faut absolument réussir à avoir le conquête du marché. Et il faut avoir une solution économiquement viable pour que ça marche. Et d'ailleurs, lorsqu'on veut voir les solutions de commerce international avec la blockchain, c'est très intéressant de voir que le succès, il est dans les régions de l'Asie-Pacifique. C'est là-bas que ça cartonne. Ils ont testé la blockchain, ils l'ont éprouvé que ça marche. Donc, lorsque vous allez avoir de bons cas d'usage, intéressez-vous au cas d'usage de Singapour. Je ne voulais pas faire la pub à d'autres consortiums, mais en tout cas, je vous donne quelques pistes. Donc, c'est très important que la blockchain joue un rôle dans le commerce international parce que ça simplifie le paiement. Ça, c'est vraiment une tête, mais il n'y a pas que ça. La traçabilité du produit. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple que vous connaissez, c'est la fraude 2013 en France, en Europe, pas seulement en France. Et des personnes qui ont mangé du bœuf, mais en fin de compte, ils ont mangé du cheval. Ils ne savaient pas. Parce que tout simplement, on peut frauder à des nœuds de la traçabilité, on ne peut pas le savoir. Et c'est une fraude extraordinairement dangereuse sur le plan éthique, parce qu'on ne se rend pas compte que même des marques connues, s'ils avaient appliqué la blockchain d'un bout A à Z, ils ne pouvaient pas du tout réussir cette fraude. Donc c'est une fraude qui a vraiment touché beaucoup de personnes. Le jugement a été en 2019 et Spanghero a véhémentement confirmé la fraude. Troisième chose, c'est réduction du coût administratif. Lorsque vous allez voir les banques, le conseil que je donne à certains consultants, n'allez pas voir les banques avec des solutions techniques. Il faut aller avec des solutions métiers. Un banquier, il a un métier. Il faut savoir ce qu'il a besoin. Si vous allez le voir sans connaître les véritables process de métier, vous ne pouvez pas le convaincre. Par contre, si vous allez le voir en disant « j'ai compris votre métier, je sais quels sont les process lourds, je suis là pour vous aider à digitaliser certaines applications et process, et je vais mettre la blockchain qui va s'intégrer dans ta solution. » Là, ils vont vous écouter et la solution, elle est faisable. Donc, il y a beaucoup de projets qui pensent qu'on peut révolutionner la Terre sans prendre en compte les métiers des entreprises qu'on prospecte. Réduction du coût administratif. La banque a besoin que tous les potentialités, les Bac plus 5, ceux qui ont des années d'expérience, ne vont pas être à répéter des choses inintéressantes, mais ils vont faire des choses utiles pour l'entreprise, pour la banque, et que finalement, des choses qu'on automatise par la blockchain permettent justement de faire une réduction de coûts et un gain du temps. Amélioration de la transaction, la sécurité, la blockchain permet justement d'avoir des chaînes cryptées, ça permet justement d'assurer la transaction. J'étais dans une commission bancaire il y a quelques années et j'ai entendu, c'est un scoop que je vous donne, une banque par laquelle elle fait le commerce avec l'Iran. Et un des participants à la salle a dit « Mais comment vous faites la transaction ?» Par fax ou par téléphone. Donc, si on avait la blockchain, on ne peut pas le faire. Donc, quelque part, dans le milieu financier, lorsqu'il y a des grandes sommes d'argent, l'éthique, elle est rarement présente. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que la blockchain, elle joue un rôle important dans le commerce international, et même pas que. Tout à l'heure, on a parlé de tokenisation, on a parlé de NFT. Les NFT, ce n'est pas seulement des photos de singes auxquelles on peut plus ou moins spéculer l'échange. Ça peut être un moyen pour les entreprises de garder la main avec la clientèle. Moi, j'ai vu à Vivatech l'année dernière, qui s'est passé à Porte Versailles, j'ai vu des entreprises de luxe faire des NFT pour montrer à leurs clients qu'ils sont à la pointe de la technologie, qu'ils ne sont pas ringards. Donc, ça permet de créer un fan club. Et ce que Flavio a dit tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, l'NFT, ça permet aussi de confirmer l'authenticité des documents. Ça peut être le diplôme et autres. Donc, l'NFT, ça, on peut trouver des moyens qui justifient justement l'utilité de ce genre de produit avec une technologie blockchain sans forcément qu'on sache que c'est la blockchain qui tourne derrière. Je commence à déborder, mais je vais aller vite.
Il y a des projets qui se font en Afrique. La réponse est oui, Inès. Il y a beaucoup de projets, ceux qui sont connus et ceux qu'on ne connaisse pas. Parmi les choses qui sont connues, je veux citer quelques exemples. Le projet Wala, qui est vraiment basé en Afrique du Sud, qui est une plateforme de services financiers qui marche très bien. Ça permet justement de rendre service et de services bancaires à des personnes qui ne sont pas bancarisées. C'est très intéressant. Donc, Wala utilise une crypto-monnaie qui s'appelle le Dala. Et ça, on peut faire des transactions financières. Le PitPesa, c'est une entreprise qui est dans la blockchain et ça continue encore parce qu'il y a d'autres entreprises que j'ai listées, mais ils ont disparu. Celle-là, elle existe encore et on peut envoyer des paiements en Afrique. Et cette entreprise, elle permet justement, elle est basée au Kenya et ça fonctionne. Parfois, on pense que les régions du Ghana, du Kenya, d'Afrique du Sud sont en retard. Ben, détrompez-vous, on a parfois, j'ai même connu une personne qui est en Guinée, qui voulait absolument se former dans l'école de blockchain qu'on voulait faire. Il n'était pas forcément jugé à sa juste valeur avant qu'on apprenne qu'il a fondé 2 banques crypto. Donc tout le monde en a dit, OK, on mérite le respect. Ce n'est pas parce qu'il est africain qu'il n'a pas les idées dans la tête. Une autre entreprise qui permet justement de faire le commerce électronique, qui utilise la blockchain, c'est AfriDelivery. Et ça permet justement de suivre le cycle de vie d'un produit. Parce que moi, je donne toujours l'exemple de la viande. La viande qui peut être transportée dans des camions réfrigérés à 2 degrés, au moins 2 degrés. Si le camion d'un point A à un point B, c'est à -2, on est d'accord. D'un autre point de communication et de transport, il fait +10. Après, il fait -2. Après, il fait +3. Et à la fin, il fait -2. La viande, elle est déjà amochée. Mais on ne peut pas le savoir parce qu'on contrôle uniquement à un moment où il quitte la chaîne de froid et au moment où il arrive. La blockchain, elle permet justement de suivre tous les points sans aucun problème. Ovelab, c'est une entreprise qui est basée en Argentine. Lorsqu'on pense à Argentine, on pense à toute la production bovine, mais ils ont beaucoup de points et de bureaux en Afrique du Sud. Et ça permet justement ils ont fait une blockchain intéressante qui s'appelle RSK, qui vise à améliorer l'efficacité de la sécurité. En fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que les États, elles aiment bien tous les projets technologiques, mais elles ne veulent pas perdre le contrôle. Deuxièmement, il y avait une question qui était posée tout à l'heure, j'avais envie de réagir. Comment on peut faciliter l'adoption? Je pense que c'est vous. L'acculturation et la formation, en France, on forme 2500 par an. C'est peu. On ne peut pas former plus de 2500 avec les structures, les organismes. Heureusement qu'il y avait des professionnels qui se forment en même temps. Si on veut améliorer l'adoption, il faut qu'on forme plus de 20 000 par an. Le jour où vous allez voir Madame Michu aller payer avec son portefeuille, avec un portefeuille crypto, là, on peut dire qu'on a réussi l'adoption. On est entre l'étude de KPMG, il y a 2 ans, on parle de 8% d'adoption. On est vraiment très, très loin. Mais je ne suis pas inquiet. Moi, je me rappelle, lorsqu'on était sur l'Internet, on était dans des délais de cycle presque pareils. Il y a toujours des hypes. Il faut prendre le temps au temps. Et je pense qu'avec le temps, l'adoption va s'améliorer avec l'acculturation. Voilà ce que j'ai à dire, mais je peux répondre à des questions s'il y en a. On va laisser plutôt les questions à la fin, si possible, comme il est 20h30. Pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, Monsieur Labeni, vous avez bien expliqué qu'après la crise de 2008, il y a un vent de liberté qui a soufflé sur le monde, la blockchain est née et que les banques sont les premières à tester cette technologie. Et elle continue. Oui, bien sûr. Sur le plan du commerce international, la blockchain peut contribuer énormément et notamment à travers les transactions SWIFT qui sont passées de 3 à 1 semaine à 15 minutes via la blockchain. Et le succès se trouve surtout dans la région d'Asie-Pacifique, comme Singapour. Et vous avez fini par citer quelques projets réussis, par exemple en Afrique du Sud avec le projet Wala, où on peut faire des transactions financières. On va passer maintenant à la 3e partie, où on va surtout se focaliser sur l'Afrique avec M. Badr Belhaj. Monsieur Badr Belhaj, vous êtes plutôt spécialisé dans la B2B solution pour entreprises. Vous avez réalisé plusieurs projets réussis, notamment au Niger, au Maroc, au Nigeria, et un projet blockchain largement médiatisé à l'international, un transfert transfrontalier réalisé par l'OCP d'une valeur de 400 millions d'euros, une première à l'échelle internationale. En Afrique, en Afrique, donc, on part d'un terrain vierge et on peut sauter rapidement à la dernière technologie. Monsieur Belhaj, quelles sont les leçons que vous avez tirées par rapport à l'opportunité de la blockchain en Afrique
Pouvez-vous détailler des exemples de réussite et d'échecs dans les secteurs? Et qu'est-ce qui manque maintenant en Afrique pour booster la blockchain et accélérer son implémentation? C'est à toi, Monsieur Bellage. Alors, je vous remercie Inès, je remercie tout le monde pour l'invitation. Donc, je vais être un peu bref, donc pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, ce sera plutôt un retour d'expérience. Donc, moi, je suis directeur technique d'une boîte qui s'appelle mChain, qui est spécialisée en construction des solutions blockchain depuis 2015. Donc, on a travaillé partout dans le monde, mais on s'est focalisé sur l'Afrique depuis 2017. Donc, pour des exemples de succès ou success stories, donc, on a réalisé pas mal de projets. Je ne vais pas faire de la pub, mais c'est plutôt des projets qui ont réussi. Il y a certains qui ont été médiatisés par les médias internationaux. Donc, vous avez fait de référence, par exemple, à l'opération qu'a faite l'OCP pour le transfert transfrontalier pour une opération de CREDOC ou de lettres de crédit. Donc, c'est pour un montant de 400 millions de dollars entre le Maroc et l'Éthiopie. Donc, c'était un projet, une première pour un groupe qui est énorme, parce que pour les gens qui ne connaissent pas l'OCP, c'est la première ou le premier producteur des fertilizers, c'est-à-dire des engrais au monde. Donc, c'est une boîte qui est énorme, ce n'est pas une petite boîte. Donc, et que souffre d'un problème pour les délais, bien sûr, dans le processus de la lettre de crédit, qui est un processus très complexe. Mais là, la blockchain, bien sûr, avec la composante la plus importante qu'apporte la blockchain, qui est la confiance, parce que presque toutes les caractéristiques de la blockchain, on peut les reproduire autrement, sauf la confiance. C'est-à-dire le système devient un garant de confiance sans avoir à dépendre d'une entité tierce, sans avoir un intermédiaire. Ça, c'était un premier projet. Il y a un deuxième projet qui a été médiatisé, qui a été lancé par la Banque centrale, mais qui était au mauvais moment en quelque sorte. C'est un projet de subvention à l'échelle nationale au Maroc, un projet qui vise à mettre une blockchain nationale sur laquelle se greffent des opérateurs de paiement. Et le projet avait pour objectif de véhiculer de l'aide pour les gens qui sont en besoin. C'est-à-dire, l'État a actuellement un problème de subvention. Il n'arrive pas à targeter, c'est-à-dire à cibler de la bonne manière les gens qui sont en besoin, parce que bien sûr, vous savez qu'il y a toujours un problème de corruption, etc. Et donc, l'idée, c'est que pour eux, ils veulent automatiser le process de telle sorte que l'État peut, par exemple, créer un programme de subvention, par exemple, faire une subvention au butane ou, je ne sais pas, à l'huile ou des produits, par exemple, de première consommation. Et elle va directement envoyer de la monnaie en dirham, ce n'est pas de la crypto. Juste un parenthèse, je crois, même si actuellement que je crois que tout le monde fait la distinction, la blockchain, c'est la technologie sous-jacente, la crypto, c'est en quelque sorte l'actif associé à cette blockchain. Donc, on peut utiliser une blockchain sans utiliser une crypto-monnaie. Donc, dans le cas de ce projet, l'idée, c'était de véhiculer de l'aide en dirham. Mais la technologie sous-jacente, c'était une blockchain pour assurer, bien sûr, la traçabilité, la confiance, comme j'ai dit, et l'automatisation. C'est-à-dire les paiements deviennent conditionnés. C'est-à-dire, je peux vous donner 100 dirhams, 100 euros, par exemple, pour rapprocher l'exemple, et dire 700 euros ne peut être, par exemple, dépensé que pour acheter du pétrole. C'est-à-dire, c'est comme des euros marqués. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser, par exemple, vous ne pouvez pas les dépenser pour acheter des cigarettes ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée, c'est que l'État veut arriver directement, bien sûr, aux gens qui sont en besoin, mais aussi avoir du contrôle sur cette monnaie-là, comment elle est dépensée, avec de la traçabilité, en bypassant quelque sorte les banques. J'ai dit que c'était au mauvais moment parce que après la présentation de ce pilote, parce que c'était un pilote après le scaler, il y avait le problème de Corona, et donc le projet a été arrêté. Malheureusement, si on avait le projet avant Corona, ça aurait pu nous aider pour, en quelque sorte, éviter pas mal de problèmes dont a souffert une large proportion au moins chez nous au Maroc, par exemple. Il y a aussi un autre projet, c'est un typique, qui est les émissions obligataires. C'est-à-dire, on a, par exemple, des obligations qui sont gérées par des sociétés de bourse ou des bourses, ou soit la bourse, soit des sociétés de bourse, soit les banques. Et donc, l'idée, c'est de mettre une blockchain pour accélérer le dénouement. C'est-à-dire, l'opération, généralement, ça prend quelques jours. Depuis l'ordre d'achat jusqu'au dénouement final chez le régulateur,
Généralement, ça prend J+3, J+2, ça dépend de quel pays. Et si on met une blockchain, et pourquoi il y a ce temps? Parce qu'il y a une séquentialité d'acteurs. À chaque fois, un acteur va faire sa part, attend l'autre, et il y a une perte de temps. Si on part, et on a, bien sûr, dans cet exemple, on est parti sur une blockchain. Donc, l'idée, c'était de réduire ce délai vers de l'instantané, presque. Donc, l'idée, c'est que c'était un pilote, c'est un projet pilote, c'est pas encore en full production, mais l'idée, c'était de tester la faisabilité de la chose et de démontrer que l'utilité, elle est là, parce que les banques, même s'ils voient en la blockchain dans une partie un danger, mais ils voient aussi un avantage et une opportunité. Un autre projet qui est important, hyper important, c'est un RTGS. RTGS, c'est quoi? C'est Real-Time Growth System. C'est actuellement les systèmes qui sont gérés par les banques centrales et qui font des paiements entre les banques privées. Vous et nous, par exemple, consommateurs, on fait des paiements à travers nos banques privées, commerciales, mais ces banques-là, ils font, entre elles ou les autres organismes, font des opérations chez la banque centrale, et ce, à travers un système qu'on appelle le RTGS. Cet RTGS, c'est un système qui est critique et qui a des problèmes. C'est un système critique qui a normalement qui a un problème de fraude. Et un deuxième qui est de performance. Comment ça fonctionne? Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être c'est une question qui vient. Donc l'idée, c'était de passer le RTGS. Il y a pas mal de pays actuellement à l'échelle internationale qui font des tentatives pour créer un RTGS décentralisé sur blockchain. Donc c'était, je ne vais pas dire quel pays parce que j'ai un NDA. Donc l'idée, c'est un pays qui a mis en place un RTGS. Actuellement, il est en production et je crois qu'il sera commercialisé c'est-à-dire médiatisé dans les mois prochains. Donc, l'idée, c'était vraiment de partir, de remplacer carrément le RTGS classique avec un RTGS sur blockchain. C'est énorme parce que le RTGS, normalement, il utilise Swift. C'est une première brique pour dépasser carrément les systèmes existants. Je ne parle pas de théorie, mais c'est des projets pratiques qui ont été réalisés. Donc, c'est hyper important. Un autre, et ça, c'est une première aussi, non pas qu'en Afrique, même comparé à l'Europe, c'est avoir une banque qui est Oracle. C'est-à-dire une banque qui exécute des paiements réels en monnaie fiduciaire classique avec des appels qui émanent de blockchain. Par exemple, entre opérateurs économiques, ils mettent un réseau blockchain pour faire un processing quelconque, un traitement quelconque, et ils font appel à un moment donné à la banque pour faire passer les paiements qui ont été bien sûr exécutés par un smart contract. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on arrive à marier les deux mondes, le monde de la blockchain avec le monde réel. Et ça, c'était, je crois, elle est très médiatisée actuellement. C'est un projet qui a été réalisé au Maroc. C'est une première. On a aussi réalisé un projet en logistique avec le plus grand port en Afrique et le premier en Méditerranée, qui ont réalisé un projet de sécurisation de la chaîne logistique, parce que la chaîne logistique actuellement souffre d'énormes problèmes, surtout c'est-à-dire c'est un monde obscur en quelque sorte complexe, et la blockchain apporte bien sûr de la simplification, mais plus important, de la transparence. Donc il y a actuellement un projet avec ce port-là qui met en place la blockchain pour gérer toute la chaîne, tout le cycle de vie des conteneurs qui arrivent. Et c'était aussi un projet de grande envergure. Ces trois derniers, ce n'étaient pas des pilotes, mais c'est vraiment des projets en production. Si ma mémoire est bonne, il y a un autre avec les caisses de retraite pour éviter les fraudes, les doubles déclarations les AF, les allocations familiales. Donc l'idée, c'est que en Afrique, généralement, il y a la blockchain trouve une terre fertile parce qu'on a pas mal je vais dire, on n'a pas les mêmes problématiques, ou plutôt, je vais dire, on n'a pas les mêmes barrières qu'on a en Europe ou ailleurs. C'est plus une terre fertile, c'est-à-dire on part sur du nouveau, du dernier cri en quelque sorte. Donc, si on veut résoudre un problème, on peut avoir le luxe d'utiliser la dernière technologie, je ne sais pas, d'innover en quelque sorte. On n'a pas ces contraintes, je vais dire, réglementaires ou autres. Donc, c'est plus facile de créer le même projet. Par exemple, je prends n'importe quel exemple que je viens de donner, il est plus facile de le réaliser en Afrique que de le réaliser en France ou ailleurs. Donc, c'est cette simplicité qui fait que l'Afrique est actuellement, je vais dire, pas prend le lead, mais quand même
il donne une vision, ou plutôt une image différente à ce qu'on perçoit. Parce que généralement, j'ajoute ce point, généralement, il a été, je crois, soulevé par mes amis qui m'ont précédé, c'est qu'il y a beaucoup de focus sur la crypto, de médiatisation de la crypto, il y a moins de médiatisation pour ce qui arrive sur la blockchain. Je donne juste un exemple. J'ai entendu parler d'Europe. Actuellement, l'Europe a une blockchain au niveau européen, mais je ne sais pas combien de gens ici connaissent le projet. C'est que peu de gens suivent réellement ce qui se passe sur la technologie blockchain, mais tout le monde sait ce que c'est une NFT, ce que c'est un Bitcoin. Par exemple, en Europe, il y a actuellement un projet vraiment entre tous les pays, je crois une trentaine de pays, c'est européen, au niveau européen, qui est une blockchain, une infrastructure sur laquelle vous pouvez réaliser des projets, et même il y a actuellement des projets qui tournent. Donc, je termine bien sûr cette liste de projets et j'ouvre plutôt je vais dire les clés de succès ou plutôt de non-réussite. C'est que je vais commencer par la non-réussite pour comme ça terminer en clean. Donc la non-réussite, généralement, c'est dû à plusieurs facteurs. Je prends l'exemple d'un projet énorme qui s'appelait TradeLens. Donc ce n'est pas un projet africain, mais c'est un projet mondial. L'idée, c'était de créer, de blockchainiser, c'est ça le terme qu'on utilise, toute la chaîne logistique avec tous les process liés à la chaîne logistique, le bill of lading, etc., etc. Et ce projet, il a été porté par IBM et Maersk. C'est deux géants d'Internet, ou plutôt de tech. Maersk, c'est plus maritime. Mais le projet, après 3-4 ans, il a été stoppé et il a été déclaré comme étant un failure, c'est-à-dire un échec. Même si on avait une trentaine, une quarantaine de ports à l'échelle internationale qui ont rejoint le projet. Mais pourquoi ces projets blockchain généralement n'arrivent pas à leur réussite? Premièrement, c'est que des fois, on fait la blockchain juste pour la blockchain, c'est pour le hype. C'est-à-dire, on peut résoudre un problème autrement de la bonne manière, mais on choisit de faire la blockchain, non pas parce que la blockchain nous apporte de la confiance ou une valeur ajoutée, mais juste pour du branding, en quelque sorte. Généralement, il y a des choses qu'on pousse en avant juste pour du branding, pour avoir un marché. Et malheureusement, pas mal de projets échouent parce que la blockchain n'était pas la bonne technologie pour ce problème. C'était juste une technologie comme les autres qui a été utilisée pour avoir ce label. Le deuxième problème, c'est qu'il a été avancé par mes amis aussi, c'est l'idée des acteurs qui ne veulent pas céder au pouvoir. Généralement, on a une économie bâtie sur des intermédiaires, il n'y a pas une économie décentralisée. Par conséquent, il y a toujours cette réticence à perdre du pouvoir. Parce que quand on dit blockchain, c'est généralement une ouverture sur les partenaires ou les concurrents. Donc, tu cèdes généralement un peu de ton pouvoir pour les autres. Donc, généralement, les acteurs sont réticents à ça. Et par conséquent, ils font des décisions qui sont de mauvaises décisions. Par exemple, des blockchains qui sont centralisés, même s'ils sont théoriquement décentralisés, c'est-à-dire je tourne la blockchain chez moi. Il y a un problème, c'est-à-dire je ne m'ouvre pas à mes partenaires ou à mes concurrents parce que c'est mes concurrents. Donc, cette réticence à perdre le pouvoir, c'est un problème. Troisième facteur, je peux dire, c'est le manque d'expertise. Actuellement, à l'échelle internationale, il y a un manque énorme d'expertise chez les acteurs économiques. Et on peut avoir, bien sûr, dans les entreprises privées, et par exemple, on témoigne bien sûr notre présence ici, mais généralement les acteurs économiques, soit publics, privés, il y a un manque énorme d'expertise. Donc pour eux, c'est difficile, bien sûr, de réfléchir à la solution parce qu'eux, ils maîtrisent c'est-à-dire le métier, mais ils ne maîtrisent pas la technologie. Par contre, nous, c'est l'inverse. Et donc ce gap fait que généralement, la décision n'est pas faite de la bonne manière. Et par conséquent, le projet peut être voué à l'échec. Le dernier, c'est la réglementation. Généralement, la réglementation, c'est un frein, c'est un problématique. Par exemple, un exemple d'un projet qui a échoué dans lequel j'étais impliqué, c'est un projet de cadastre, c'est-à-dire de mettre la gestion du cadastre sur une blockchain avec des régulateurs, etc. Donc, pour eux, à un moment donné, on va arriver à cette question. Quelle est la valeur juridique de ce système? Et donc, si on n'arrive pas à répondre à ça d'une façon juridique,
on n'aura pas cette valeur, par exemple, de smart contract, de contrat intelligent, on n'aura pas cette force de blockchain. Et généralement, on va être en quelque sorte équivalent à un système classique. Mais si on a cette brique, par exemple, de force probante d'un smart contract, ou même, par exemple, Flavio a parlé tout à l'heure du projet DLT Pilot, qui est un projet monté par l'Europe pour cette finalité, c'est-à-dire de créer un sandbox, mais générer à la fin une réglementation pour le portage des instruments financiers sur la blockchain. Et donc, ce besoin juridique, c'est un frein énorme pour des cas qui sont suprêmes. Et c'est la réponse pourquoi, même si on parle de blockchain depuis 2015, on n'a pas ce succès énorme. La blockchain n'est pas partout, mais pour la simple raison, c'est qu'il n'y a pas un cadre juridique qui est, je vais dire, qui est adéquat. Et donc, la dernière chose, je vais dire, c'est que actuellement, la blockchain a besoin, je vais dire, plutôt c'est une tendance, mais c'est aussi un besoin, c'est que dans tous les processus ou toutes les réalisations qui ont été faites sur blockchain en général, on a un point commun, c'est que c'est une blockchain partagée entre un certain nombre d'acteurs. Et si, par exemple, il y a un nouveau service, on crée une nouvelle blockchain. Ou s'il y a une startup qui arrive, il arrive avec sa propre blockchain. Chose qui met en question même la décentralisation des systèmes. Et par conséquent, je crois qu'il est temps actuellement pour les opérateurs économiques d'avoir un peu d'audace et de s'ouvrir même sur le blockchain public. Par blockchain public, je vais dire les blockchains qui font tourner carrément des cryptocurrencies pour bénéficier de cette décentralisation ultime. Et par conséquent, on peut avoir, comme les migrations qu'on avait dans les années 80-90, des réseaux intranet de chaque école, de chaque université, de chaque établissement, de chaque entreprise, vers une ouverture sur Internet. Et donc, je crois qu'actuellement, on va se diriger vers ce modèle où ces blockchains privées, locales en quelque sorte, ou consortiums vont s'ouvrir à un moment donné sur une blockchain où on va avoir plutôt des blockchains qui sont territoriales, comme par exemple l'exemple que je viens de donner, celui de l'Europe. Il y a un autre qui est en Chine. Donc, je crois avec le temps, on va avoir des blockchains par pays ou par continent sur lesquels se greffent ces opérateurs. Donc, c'était ça mon intervention. Je m'excuse si j'étais long. Et s'il y a des questions, je suis preneur. Merci. Très bien. Merci, Monsieur Bellage. Donc, on va garder les questions à la fin. Donc, vous avez cité plusieurs projets réussis, tels que celui de l'OCP avec une opération de 400 millions d'euros, le projet RTGS. Donc, en Afrique, la blockchain a trouvé un terrain fertile. Et vous avez cité plusieurs raisons d'échec, dont les raisons, c'est le branding, la volonté de garder le pouvoir, le manque d'expertise et de réglementation. Donc, du Maroc à l'Afrique subsaharienne, on va passer maintenant à la Tunisie. Donc, nous arrivons à la dernière partie avec Monsieur Semi Belhaj. Merci d'avoir attendu jusqu'à la fin. Donc, Monsieur Belhaj, vous êtes un spécialiste de la blockchain en Tunisie et vous avez accompagné son évolution auprès d'étudiants et de cadres. Quelle est votre conception de la blockchain? Quels sont les axes de son développement en Tunisie et qu'en est-il par rapport de la réglementation de la blockchain privée et publique? C'est à vous. Merci Inès, merci pour cette invitation. Merci pour votre présence. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir qu'il y a toujours tant d'intérêt pour cette technologie-là. Je pense que mes chers collègues ici, ils ont couvert le sujet sur différents aspects. C'est très intéressant. Peut-être avant de m'étaler un peu sur l'expérience qu'on a avec la techno blockchain en Tunisie, j'aimerais peut-être donner deux définitions sur la blockchain, basées sur mon expérience et voilà, sur mon parcours avec cette technologie-là. Une définition vraiment, elle est simple, vraiment simple. Pour moi, la blockchain, en tant que techno, elle est là pour répondre à une question toute simple. C'est comment on pourrait répliquer les transactions qu'on peut faire dans le monde physique, les transactions physiques d'échange d'une personne à l'autre.
comment répliquer ce genre de transactions avec les caractéristiques qu'ils ont en termes d'instantanéité, d'accord? Lorsqu'on va donner ou échanger un objet avec quelqu'un, la transaction elle est instantanée, la transaction elle est sécurisée, on n'a pas besoin d'appeler quelqu'un d'intermédiaire pour constater cette transaction-là. Et donc, ces types de transactions-là que dans le monde physique, on le voit comme anodin, hein, mais qu'en est-il lorsque on veut répliquer ces transactions avec ces caractéristiques-là dans le monde numérique, dans le monde digital? Et là où vient le challenge. Plusieurs réponses dans toute l'histoire de l'Internet ont été apportées, mais aucune solution n'a vraiment couvert tous les avantages et toutes les caractéristiques de transactions dans le monde physique. On a commencé par penser à une solution où là où on introduit un intermédiaire qui va jouer le rôle d'un tiers de confiance, d'accord, pour faciliter ces transactions-là entre les personnes. Après, on s'est rendu compte que cette entité-là, hein, ce tierce partie-là, il peut déjà, il va jouir d'un rôle de monopole avec tous les inconvénients qui peuvent en découler, d'accord. Et ça, c'est comment dire, le système qu'on a traditionnellement hein, dans le monde, dans différentes industries, que ce soit financière, télécom et tout ça. Donc, et aussi, ce modèle-là, c'est un modèle centralisé. Il est vulnérable parce qu'il dépend d'une seule entité. On peut avoir, on peut être censuré. Le service peut être indisponible à tout moment. Voilà. Et après, bon, on s'est dit, bon, comment on peut améliorer ça? Donc, on a pensé à d'autres systèmes dans lesquels on va démultiplier un peu ces intermédiaires pour, disons, jouer la concurrence, la compétitivité. Bon, ça a amélioré un peu la configuration, disons, du système, mais ça n'a pas vraiment résolu tous les problèmes. Surtout que voilà, le monopole peut exister toujours, hein, que ce soit avec une seule personne ou un réseau d'acteurs. Et à mon sens, la réponse à cette question-là, elle n'est vraiment été apportée que après la crise de 2008, comme l'a indiqué Mehdi, avec l'avènement d'une cryptocurrency, Bitcoin, qui a amené avec elle l'invention d'une technologie qui s'appelle la techno-blockchain. D'accord? La blockchain, c'est vraiment la réponse à ça, et je vous invite vraiment à lire le white paper qui contient, je pense, 7 ou 9 pages, quelque chose comme ça. C'est très simple. Et l'idée, c'est vraiment de répliquer l'échange de cash dans le monde physique, mais dans un monde digital. C'est ça le Bitcoin. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un système électronique d'échange de cash de façon pair à pair, donc sans intermédiaire. Voilà, ça c'est un peu la définition. Bon, c'est une définition longue, mais une définition simpliste. Répliquer la transaction qu'on a dans le monde physique avec toutes ses caractéristiques, mais dans le monde digital. Et la seule techno qui a pu, jusqu'à ce moment-là, apporter cette réponse-là, c'est la technologie blockchain. Une deuxième définition peut-être un peu philosophique. Pour moi, la blockchain, c'est un changement de paradigme dans la façon avec laquelle on approche la conception des systèmes économiques qui font intervenir plusieurs acteurs, plusieurs pairs, dans un système, hein, dans un réseau. Ces acteurs-là, ils n'ont pas forcément, que leurs intérêts, ils ne sont pas forcément cohérents, hein, ils peuvent avoir des intérêts divergents, mais pour autant, ils trouvent de l'intérêt à faire partie de ce réseau-là. Parce que le fait de leur connecter tous au même réseau et leur donner le pouvoir d'accéder au même niveau d'information et de transacter d'une façon la plus frictionless ou avec la moindre friction possible,
ça leur permet de faire correctement leur business avec un moindre coût, comment dire, opérationnel. Et cela est donné par trois en fait, caractéristiques. Hein. Donc, ce sont des systèmes qui sont régulés, mais ils n'ont pas besoin d'un régulateur. La régulation existe, mais elle est garantie, elle est donnée par les algorithmes, par ces genres de smart contracts dont on a parlé. Ces systèmes-là, ils n'ont pas besoin de confiance. On n'a pas besoin de donner la confiance à une entité, à une autorité, pour que on a la garantie que ce système-là performe comme on veut. La confiance, elle est tout simplement dérivée par les algorithmes informatiques qui font fonctionner ce genre de système-là. Et troisièmement, bon, on parle de cryptocurrency et tout, mais tout simplement la technologie sous-jacente qui a révolutionné, qui a donné vraiment la possibilité de construire de tels systèmes, c'est tout simplement la cryptographie, qui émane un peu du mouvement cyberpunk dont Simadi a évoqué tout à l'heure. Voilà, ça c'était juste mes deux définitions par rapport à la blockchain. Alors, par rapport à notre expérience en Tunisie, il y a en fait, deux niveaux ou deux timelines, disons, sur cette expérience-là. Donc, la première niveau d'expérience, c'est le premier timeline, c'est au sein de la communauté underground, d'accord. Même depuis 2011, il y avait des communautés, il y avait des personnes, des geeks, voilà, le monde communautaire qui étaient impliqués d'une façon ou d'une autre avec ces technologies blockchain-là. Donc, on tradait, on participait à des projets de communautaires, de développement open source. Voilà. Après, ce qui s'est passé, en fait, c'est en 2015, je me rappelle bien, c'est l'année où cette technologie-là, qui émane de communautés, de mouvements voilà, libertariens, cyberpunk et tout, a confronté le monde du business. C'est à cette année-là, je pense que le monde du business, il se commence à s'intéresser et à voir comment, pour une raison ou une autre, hein, ça peut être parce qu'il a senti qu'il y a une menace qui pèse devant lui, ou bien voilà, parce que peut-être il a vu que cette technologie-là peut apporter des réponses à des problèmes réels d'efficacité opérationnelle qu'il a. Donc, et c'est là où, disons, officiellement, la techno-blockchain en Tunisie a commencé à avoir le jour, de façon officielle. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé vraiment à travailler sur la vulgarisation, sur, comment dire, à la sensibilisation. On a commencé par le monde universitaire. Je me rappelle que voilà, en 2015, on a organisé le premier hackathon qui avait le thème de blockchain. Les étudiants et les enseignants, ils ne connaissaient même pas ça veut dire quoi blockchain à ce moment-là, à cette époque-là. Après, certaines universités, ils ont commencé à intégrer l'enseignement, le module blockchain dans leur cursus universitaire. Et ça a permis vraiment de permettre que, à ce moment-là, disons, qu'on a pu avoir comment dire, une génération d'informaticiens ou d'ingénieurs informatiques qui peuvent alimenter le besoin actuel en termes de technologie blockchain. Après, moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Un des freins vraiment qu'on doit adresser, qui va permettre vraiment une lancée importante des
de l'adoption de la techno-blockchain en Tunisie ou même dans le monde, c'est le cadre réglementaire. Ça, il y a eu des tentatives en Tunisie par rapport à ça, très sérieuses. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la Banque centrale a commencé à vraiment creuser et à s'intéresser à ce sujet-là. La première initiative, c'était en montant ce qu'on appelle un sandbox réglementaire qui permettait justement de laisser un peu l'espace et donner l'occasion à des start-upers, à des à des innovateurs d'expérimenter ce genre de techno dans dans des projets de fintech. Et en parallèle de ce sandbox-là, la Banque centrale a aussi organisé un certain nombre, ou bien a participé dans un certain nombre de hackathons. Je peux nommer le Africa Blockchain Summit. La première édition s'est passée en Tunisie. Après, je pense qu'il y a une autre édition, la deuxième édition, elle a été organisée au Maroc. Il y avait aussi 2 projets majeurs. Il y a le projet Hannibal. C'est la première RegTech dans le monde, en fait, qui utilisait la technologie blockchain. Donc, le projet Hannibal, c'est un projet qui a été fait, qui était déjà, commandé ou piloté par la Commission tunisienne d'analyse financière et qui fait intervenir la douane, la Direction générale de la douane, les services du ministère de l'Intérieur, les banques de la place, les bureaux d'échange. Le but, tout simplement, c'est de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne dans le cadre de permettre aux pays d'améliorer leur niveau de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement de terrorisme. Donc, la plateforme Hannibal, c'est simple, c'est permettre de suivre la traçabilité et d'avoir plus de contrôle sur le flux financier en devises, qui soit entrant ou sortant vers la Tunisie. Et je vous laisse imaginer que en traçant ces flux financiers-là dès leur arrivée via les différents frontières maritimes, terrestres ou aériennes, les tracer, permettre aux banques de suivre en temps réel et de contrôler un peu la qualité et la nature de ces flux-là, et de diminuer en fait aussi que ce flux financier n'atterrisse dans le secteur informel. Tout ça avait vraiment pour avantage de permettre à la Tunisie en fait de se conformer aux recommandations de Gafi à un certain moment. Un autre projet, c'est aussi simple que je le pense, c'est un projet de Know Your Check. C'est un peu comme Know Your Customer, mais tout simplement c'est pour permettre à différents acteurs économiques de gérer les fraudes au niveau des chèques et les chèques irréguliers, tout simplement. Imaginez un commerçant, lorsqu'il accepte un chèque d'un client, il a la possibilité d'aller scanner le chèque et d'avoir une réponse rapide pour dire que ce chèque, est-ce qu'il est déjà dans une situation régulière ou pas? Est-ce que le compte adossé à ce chèque, il est toujours d'actualité? Est-ce que ce chèque-là n'est pas peut-être volé? Tout ça, il peut avoir ça en temps réel.
Et cette application-là, vraiment, elle permettait d'avoir ce niveau d'information comment dire, en temps réel et de façon pertinente. Voilà, je pense que je fais un peu le tour. Je ne sais pas si j'ai un peu le temps, mais je pense que... Si tu veux, on peut t'accorder 1 minute. Non, bon, moi je préfère laisser un peu de chance aux, Okay. aux participants de poser les questions parce que voilà, je pense qu'on a dépassé un peu le temps imparti. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Semi pour ton intervention très intéressante où tu soulignes 2 points importants. C'est qu'en Tunisie, la blockchain a commencé à se développer à partir de 2015 et qu'il y a un frein réglementaire. Donc, je remercie les 4 intervenants et on va passer aux questions des participants. C'est la question que j'avais posée précédemment, si vous aviez eu des réflexions sur l'aspect juridique, sur les smart contracts et tout ça. Des activités crypto-numériques, s'il y a eu des pistes de réflexion que vous avez pu avoir, c'est rien du tout en France. C'est vraiment un sujet de niche pour l'avenir. Je voudrais savoir si vous avez déjà eu une réflexion au cours de discussion. Je vais dire 2 choses là-dessus. La piste de réflexion sur l'uniformité par rapport à ce genre de choses, c'est un vœu. J'aimerais bien que ça se passe. D'ailleurs, lorsqu'on peut avoir le même taux de TVA en Europe, on est vraiment champion du monde. Donc, franchement, la plupart des pays du monde ne voient pas les crypto-monnaies de la même façon. Il y a ceux qui sont vraiment en train de le voir comme une opportunité, d'autres c'est une menace. Et il faut vraiment remarquer que maintenant, la globalisation et la mondialisation se font pas forcément avec le même dogme. On est en train de glisser vers quelque chose d'assez intéressant. On sait très bien que lorsque la crypto-monnaie serait un danger sur l'économie américaine, la SEC, elle peut faire en 2 coups, 3 mouvements, elle peut faire l'arrêt, le holà. Et donc, on sait très bien que ce n'est pas forcément aussi simple. L'avantage qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a des pistes réglementaires, ce qui permet justement aux acteurs de travailler en Europe. Mais dire qu'il y aura une uniformité ou une même vision, j'aurais bien aimé, je l'espère en tout cas, moi, toutes les personnes sur le monde économique, réglementaire et politique, j'ai même l'impression, et je le dis avec beaucoup de retenue, certains politiciens, entre ce qu'ils pensent vraiment et la posture devant les médias, c'est 2 choses différentes. Donc, je pense que si vous allez faire une thèse là-dessus, vous n'allez pas perdre votre temps parce que ça change, c'est un feuilleton à rebondissement. Et donc, je pense que c'est un sujet d'avenir. On a besoin des personnes comme vous qui vont faire le sujet. Voilà ce que j'ai dit. Si je peux peut-être rajouter quelque chose à ta question qui est très pertinente. Et premièrement, cette question-là, elle se pose aussi même avec l'intelligence artificielle. Pour en fait répondre à la question, lorsque un algorithme d'intelligence artificielle commet peut-être une infraction, qui est le responsable? Et ça, il y a un travail juridique qui devrait être mené. Par rapport au blockchain, moi je vois normalement la blockchain maintenant, c'est un standard de facto. Et ce qui reste, c'est devenir un standard de juré, c'est-à-dire backupé par la loi. D'accord? Ça, bon, vu mon background, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais c'est ça le challenge. C'est-à-dire c'est de facto parce que c'est adopté par le grand public, par le mainstream, d'accord? Donc, peut-être que ça va aider à mettre plus de pression pour que la régulation, elle suive. Comme un peu le modèle américain, hein. Vous savez, sur le modèle américain, on innove et on laisse faire et après on va cadrer. J'espère qu'on va être dans cette configuration-là aussi. Je vais faire un petit rajout, parce que tu m'as justement rappelé certaines choses. Ouais. Il faut rappeler aussi, lorsqu'on avait les ICO avant 2017, c'était quand même une belle réussite. Comment les ICO, ils ont eu du plomb dans l'aile, lorsqu'il y avait des personnes qui ont compris les failles technologiques et qui sont en train de fighter les Ponzi et qui est d'escroquerie. Lorsque les personnes ils ont dit à l'État, foutez-nous la paix, on est bien entre nous, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. Lorsqu'il y avait du sang qui gicle sur le plan escroquerie, l'État, ils ont dit, OK, il faut absolument que j'intervienne. Ouais. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est vraiment pertinent de remarquer, nous, on est en contact avec les entrepreneurs qui font des projets Web3, blockchain et autres.
quelqu'un, lorsque vous avez une personne qui a un budget de 50 000 euros, 30 000 euros, c'est pour les avocats et les juristes parce qu'il n'a pas envie de se planter. Donc, quelque part, lorsque vous allez avoir une compétence pluridisciplinaire plus une juridique, j'ai envie de vous dire, tu ne vas pas du tout chômer. Hein. Donc, Bonsoir, merci pour vos interventions. Et j'ai deux questions, une par rapport à l'Afrique et une par rapport plus à l'Europe. Pour l'Afrique, ce serait, est-ce que la clé de voûte pour, on va dire, l'émancipation économique de l'Afrique, ce ne serait pas la fractionnalisation justement des actifs pour permettre l'accessibilité à la population africaine d'accéder justement à des actifs, notamment sur la blockchain et les cryptos. D'accord. La deuxième question, c'est par rapport plus à l'Occident et à l'Europe. À votre avis, quel est l'écosystème ou on va dire la sphère qui va permettre l'adoption au mass market? Est-ce que ce serait plus une sphère liée à la blockchain ou plutôt justement l'aspect juridique et réglementaire qui va permettre mass market? Juste deux exemples pour les sphères. Est-ce que vous pensez que ça peut être plus la DeFi ou plus la GameFi ou autre sphère du Web3? Merci. D'accord, ces deux questions, je vais essayer, ces deux questions très intéressantes qui peuvent être le sujet d'une belle conférence sur la fractionalisation des actifs numériques en Afrique. Je tiens juste à rappeler une chose importante en finance. Dans un pays développé, on a les banques privées, on a les banques publiques et on a un marché financier. Airbus ou Air France, lorsqu'ils veulent acheter un avion, ce n'est pas auprès des banques qu'ils vont faire un prêt. C'est auprès des marchés qu'ils vont essayer d'avoir le financement pour cela. En Afrique, on n'a pas un marché financier. Il y a quelques pays qui essaient d'avoir une bourse, un marché financier, mais ce n'est pas tout le monde. Donc là, il y a des personnalités assez compétentes en Afrique qui essaient absolument aider leur gouvernement en essayant de gagner du temps. Et ils essaient de gagner du temps, mais il faut absolument... D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un projet avec une personne assez intéressante qui veut absolument créer un monde, un marché financier, d'aider l'acculturation et éliminer la bancarisation des Africains et leur permettre justement d'avoir des banques privées qui sont utiles, des banques publiques importantes et aussi d'avoir tout ce qui concerne le marché financier. C'est là où on va essayer d'être rapide dans la réponse. Donc, lorsque les Africains, tu leur donnes de l'acculturation, je parle vraiment des masses, hein, l'acculturation, la formation bancaire, le marché financier, là, après, on peut parler de fracturation. Après, tu as dit, en Europe, qu'est-ce qui permet l'adoption mass market? Lorsque nous tous, on a envie de payer en crypto, Carrefour va mettre un moyen de paiement en crypto. Lorsque, par nous tous, on a cette force d'imposer aux marchands, ça ne viendra pas. Parce que tout le monde, j'en ai parlé à certains, je ne vais pas les nommer, hein, ils ont tous réfléchi à des moyens de paiement crypto, mais tous s'observent. C'est un dégaine, tout le monde dégaine. Pour l'instant, on s'observe. Et moi, je pense que ça peut évoluer lorsqu'ils vont voir qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de clients, ils ont de fiat, ils ont de la monnaie classique, ils ont aussi du crypto. Parce que quelque part, le vide juridique et fiscal, qu'est-ce qu'il dit? Tu payes crypto à crypto, on ne te dérange pas. Mais lorsque tu as la crypto-monnaie, tu la sors et tu vas payer quelque chose en fiat, la lanterne rouge dans les impôts. Et là, tu auras des problèmes. Donc, pendant ce temps-là, la direction des impôts sont en train de travailler là-dessus, afin d'avoir une réponse. Parce que moi, je connais quelques personnes brillantissimes, hein, mais lorsque tu poses la question, tu te dis, mais à qui tu t'adresses? À moi ou aux fonctionnaires? Fonctionnaire, j'ai un droit de réserve, je ne sais pas, mais moi, je peux te donner une réponse. Donc, pour l'instant, voilà les pistes. Le jour où on aurait une réponse claire, fiscale, si je paye en crypto, est-ce que je ne serai pas dérangé? Et le nombre de personnes qui vont voir leur magasin en disant bonjour, est-ce qu'on peut payer en crypto? Là, on aurait une adoption de masse. Plus la formation, la culturation, etc. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la régionalité des besoins en termes de solutions blockchain. Je voulais avoir un peu plus de détails sur, selon vous, quelles sont réellement les spécificités des besoins de ces solutions-là en Afrique. Ça, c'était la première question pour vous, M. Mani. Et pour M. Sami, vous avez évoqué une solution Hannibal. Est-ce que cette solution-là qui a été mise en place est toujours utilisée
ou est-ce qu'elle elle est juste passée aux oubliettes? Je vais commencer, je vais laisser la parole à mon cher ami. Et le papier le plus important pour que l'État devrait vraiment le contrôler, à votre avis? Il y a un document personnel pour chaque citoyen, il faut absolument qu'il le contrôle. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi? C'est l'extrait de naissance. Parce qu'avec un extrait de naissance, on peut créer ce qu'on veut. Donc, tous les pays africains, sans exception, à ma connaissance, ils ont compris qu'ils peuvent être en retard sur des documents, mais pas sur l'extrait de naissance. Les pays maghrébins, par exemple, sur l'extrait de naissance, ils sont très, très avancés. On ne peut pas créer une identité duale, Béchir 1, Béchir 2. Non, on a vraiment trouvé le lien là-dessus. Tout à l'heure, mes collègues, ils ont parlé pourquoi le cadastre n'a pas fonctionné. Lorsqu'on n'a pas la pièce d'identité ou l'extrait de naissance vraiment digitalisé, certifié avec le plan juridique, on ne peut pas avoir, en plus, si on n'a pas justement légiféré sur le poids des smart contracts, d'éliminer les notaires. Donc, les notaires, ils ont une longue vie devant eux jusqu'à voilà. D'autant plus que dans certains pays, dire à certains politiciens, je peux dire que certains terrains, elles ont été adressés d'une personne A à une personne B, et que même ta force politique et policière et de tout ce que tu souhaites, tu ne peux pas changer cela. Ça, c'est quelque chose que dans leur tête, c'est impossible. Pour la blockchain, c'est un système informatique. Oui, pardon. Ouais, ça sera rapide. Bon, la plateforme a été lancée en février 2021 et est toujours d'actualité, toujours utilisée. Mais bon, après, je sais qu'il y a eu quelques assessments, des évaluations sur le résultat, mais bon, j'ai pas vraiment le détail. Après. Mais elle est toujours d'actualité, ça c'est sûr. Merci aux 4 intervenants pour votre analyse très intéressante. Merci à tous les participants et j'espère à très bientôt pour des conférences avec le club Sciences Po et la TUF. Très bonne soirée et à très bientôt.